En 1997, un garçon a disparu de la ferme familiale sans laisser de traces. Pas de vitres brisées, pas de traces de pas. Seul un étrange vestige, la chaudière du sous-sol s'est mise à respirer. Aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, sa sœur est rentrée à la maison et, derrière ce même mur de four, quelque chose l'attend, quelque chose qui se souvient, et qui vient de repousser. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner, car certaines histoires ne sont pas destinées à rester enterrées. Clara Casal n'avait pas entendu la voix de sa mère depuis près de 6 ans, et pourtant, la lettre qu'elle tenait à la main l'empêchait de penser à elle. L'enveloppe était jaunie et descellée, comme si elle avait été ouverte et refermée par culpabilité. Pas d'adresse de retour, juste un nom au Clara Casal griffonné d'une écriture qui lui retournait l'estomac. Elle arriva un jeudi, coincée entre un relevé bancaire et une brochure immobilière. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier lignée, pliée en deux. Ni date, ni salutation. Il est toujours là, derrière le four. Clara s'assit à la table de la cuisine, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Autour d'elle, l'appartement était silencieux, le réfrigérateur ronronnait, une faible sirène de ville au loin, la pâle lueur du matin perçant les stores. Son café avait refroidi, la cuillère tremblait légèrement dans sa soucoupe. Elle relut les mots. Son premier réflexe fut de le déchirer, le deuxième d'appeler sa sœur. Le troisième et le plus sûr fut de se lever et de traverser le placard du couloir. Elle fouilla dans une boîte poussiéreuse étiquetée, 1997, photo, coupure de presse, dépliant de police, avec le visage de son frère, Matteo Casal, 8 ans, vu pour la dernière fois le 2 juin 1997. La ferme avait été fouillée jusqu'au dernier recoin, à ce qu'on leur avait dit. La police déclara qu'il n'y avait aucune trace de lutte, ni d'effraction. Matteo avait tout simplement disparu. La seule partie de la maison à laquelle il ne pouvait accéder était la buanderie du sous-sol, l'ancienne chaufferie scellée par un loquet rouillé. La porte avait été déformée par une inondation hivernale. Ils dirent qu'il n'y avait rien de significatif derrière, mais Clara se souvenait d'autre chose. Elle se souvenait du bruit qui provenait de derrière cette porte, non pas le cliquetis de vieux tuyaux, mais quelque chose de plus doux, comme un murmure, un grattement. Elle n'en avait jamais parlé ni à sa mère, ni au détective, ni à son thérapeute jusqu'à maintenant. Elle s'était laissée aller à croire que tout cela n'était qu'un rêve d'enfant. Mais maintenant, il est toujours là, derrière le fourneau. Elle sortit son téléphone de sa poche. Le numéro était toujours là, bien qu'elle ne l'ait pas utilisé depuis des années, maman. La ligne sonna une fois, 2 fois, puis un clic. Une voix répondit, plus faible que dans ses souvenirs. Clara. Clara se figea. La voix de sa mère déclencha quelque chose d'inattendu. Ni de la colère. Ni du chagrin. Mais de la peur. Toi aussi, tu en as un, n'est-ce pas, demanda Clara doucement. Sa mère resta silencieuse un instant, puis, oui, ce matin. As-tu appelé quelqu'un? Non. Pourquoi pas? La voix de sa mère tremblait. Parce que je crois qu'il est temps. Clara baissa les yeux sur la lettre, les doigts serrés autour. Je rentre à la maison, dit-elle. Le trajet vers le nord lui donnait l'impression d'un voyage dans le temps. Clara croisait des sorties familières sur l'autoroute, le lac avec son quai penché, le panneau publicitaire de la vieille ferme laitière qui avait fermé ses portes quand elle était adolescente. Chaque kilomètre effaçait une couche de sa vie présente, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus 39 ans, avec une échéance pour un projet et un appartement à loyer modéré en ville. Elle avait de nouveau 11 ans, assise à l'arrière de la Buick de son père, Matteo à côté d'elle fredonnant, inventant une chanson sans paroles. Ils jouaient à un jeu dans la voiture, repéraient certains arbres qu'ils avaient nommés, comptaient les poteaux de clôture cassés comme des étoiles. Cela a mis fin à l'été où il a disparu. Après cela, plus de musique, plus de comptage ou juste le silence. La ferme apparut au-dessus de la colline, comme un souvenir qu'elle avait trop essayé d'oublier. L'allée de gravier était obstruée par le givre. La boîte aux lettres était suspendue à une seule vis rouillée. Les fenêtres de devant, autrefois baignées de lumière et voilées par le soleil,
n'étaient plus que des rectangles noirs et vides sur le bois gris patiné. Clara s'arrêta lentement, ses pneus crissant sur la glace cassante. Elle coupa le moteur et s'assit dans le silence. Pas d'oiseaux, pas de vent. Elle avait oublié à quel point cet endroit pouvait être calme. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle puisse frapper. Sa mère se tenait dans l'encadrement, plus petite que dans les souvenirs de Clara, emmitouflée dans un cardigan clair. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient striés d'argent. Des rides plus profondes se dessinaient autour de sa bouche et une ombre derrière ses yeux, inédite. Ni l'une ni l'autre ne bougea. Finalement, sa mère recula. Entrez. J'ai laissé le chauffage allumé, au cas où. Clara franchit le seuil et plongea dans le passé. La maison n'avait pas beaucoup changé, le même tapis tressé dans l'entrée, la même horloge de parquet qui ne fonctionnait plus depuis 2003. Une légère odeur de cèdre, de vieux café et une légère odeur métallique flottaient dans l'air pas désagréable, juste étrange. Sur le mur du couloir, la photo de classe de Matteo était toujours accrochée dans son cadre en plastique, le même sourire édenté, la même chemise en flanelle à 2 poches. Il aurait eu 34 ans cette année, dit doucement sa mère. Clara hocha la tête, incapable de parler. Dans la cuisine, sa mère versait du thé comme si le temps ne s'était pas écoulé. Elles restèrent assises un moment en silence, tenant chacune leur tasse comme un objet sacré. Clara finit par fouiller dans son manteau et glissa la lettre sur la table. Sa mère ne parut pas surprise. « J'ai brûlé le mien, dit-elle doucement, mais je l'ai d'abord mémorisé. Tu penses que c'est réel ? » Sa mère ne répondit pas. Elle fixait le thé comme si elle lisait des réponses dans la vapeur. « Vous savez ce que la police a dit ?» murmura-t-elle finalement, que la chaufferie était inaccessible, qu'il s'était probablement éloigné. La main de Clara se serra. Mais il ne s'est pas simplement éloigné, non. Sa mère acquiesça, d'une voix à peine murmurée. Il avait peur du sous-sol. Tu te souviens, Clara ? Il pleurait si la porte était trop ouverte. Il disait que quelque chose vivait derrière le fourneau ou une ombre murmurante. Tout le monde pensait qu'il imaginait ça. Mais je l'ai entendu aussi, autrefois. Maintenant, quelqu'un ou quelque chose veut qu'on y réfléchisse à nouveau. Plus tard dans la nuit, après que sa mère fut couchée, Clara se tenait en haut de l'escalier du sous-sol. La porte grinça lorsqu'elle l'ouvrit. Un courant d'air froid monta de l'obscurité. Elle appuya sur l'interrupteur. Une faible ampoule s'alluma, projetant des ombres le long des marches en béton. Chaque craquement sous ses pieds était trop fort. Le sous-sol semblait intact, carton, pots de peinture, une rangée de décorations de Noël poussiéreuses. Et dans le coin du fond, la porte de la chaufferie toujours fermée, toujours enchaînée, toujours déformée, comme si elle avait été avalée par la maison elle-même. Clara s'en approcha lentement. Là, sur la surface en bois, juste au-dessus du manche, se trouvait quelque chose de nouveau, une simple trace, comme une empreinte digitale d'enfant en fraîche. Le lendemain matin, il neigea pas beaucoup, juste une fine couche qui givrait le haut des poteaux de la clôture et recouvrait la balustrade du porche. Clara se tenait à la fenêtre, un café à la main, la regardant tomber en lente spirale. Sa mère était toujours à l'étage, probablement endormie ou lévitant. À 9h13, quelqu'un frappa à la porte d'entrée. Clara cligna des yeux, le bruit la surprit. La maison était si éloignée de la route que les visiteurs étaient rares, surtout en hiver. Elle ouvrit la porte avec précaution. Un homme d'un certain âge se tenait là, vêtu d'une parka beige, de gants de laine et d'une casquette délavée d'étoin. Son souffle se gonfla dans l'air froid. Son regard était bienveillant mais perçant. « Clara Casal ?» demanda-t-il. « Oui. » Il sourit faiblement. « Je ne pensais pas que tu te souviendrais de moi. Je m'appelle Balta Romero. J'habite sur le Camino de la Loma. Ton père et moi jouions au baseball au lycée. J'ai aidé à barricader l'endroit après tout ça. » Clara la fixa un instant. Le nom lui vint à l'esprit, Baltae, le voisin qui leur donnait des tomates supplémentaires l'été, l'homme qui déneigeait leur allée avant l'arrivée des déneigeuses du comté.
Je me souviens de toi, dit-elle. Tu appelais Matteo jambes spaghetti. Balta gloussa. Il détestait ça. Clara réussit à sourire. J'ai vu ta voiture dans l'allée hier soir, dit-il. Je me suis dit que tu étais revenu pour une raison. Elle hésita. Quelqu'un a envoyé une lettre. L'expression de Balta changea légèrement, comme un rideau qui bouge dans une pièce fermée. Quel genre de lettre? Clara ouvrit la porte plus grand et fit un geste vers la cuisine. Tu veux du café? Ils étaient assis à la même table où Matteo avait autrefois construit des tours en morceaux de sucre. Clara fit glisser la lettre. Balta n'y toucha pas. Il la lut, puis se laissa aller en arrière, les bras croisés. Je vais être honnête avec toi, dit-il. Toi et ton frère étiez de bons enfants, mais j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ce sous-sol. Clara se raidit. Que veux-tu dire? As-tu déjà entendu une maison respirer? Demanda Balta. Clara fronça les sourcils. Respirer? Je sais que ça paraît bizarre, dit-il, mais j'aidais ton père à chauffer le chauffage chaque automne, juste avant les gelées. Il y avait quelque chose de spécial dans cette pièce, il faisait toujours trop chaud, même sans chauffage. Et quand on se tenait près du mur du fond, on avait l'impression qu'il était vide. Les doigts de Clara agrippèrent sa tasse de café. Creux. Balta hocha la tête, comme s'il y avait de l'espace derrière. Je l'ai dit à ton père une fois. Il a juste souri et m'a dit que la maison avait des secrets. Sa voix était basse. Et puis Matteo a disparu. Balta la regarda fixement. Je n'ai jamais cru qu'il s'était enfui. Les enfants ne courent pas sans chaussures, pas dans cette partie de la Cantabrie. Clara déglutit difficilement. La chaufferie est toujours fermée. Tu devrais demander à quelqu'un d'examiner ce mur. Elle hocha lentement la tête. Balta fouilla dans son manteau et en sortit une coupure de journal pliée, jaunie et cassante. Il la posa sur la table. C'était un court article daté du 5 juin 1997, intitulé « Un garçon du coin toujours porté disparu ». Mais quelqu'un avait entouré quelque chose à l'encre rouge, un nom Miguel Olguera, 56 ans, entrepreneur en maintenance auparavant employé par la famille Casal porté disparu 2 jours après Matteo. Le cœur de Clara se serra. Je ne m'en souviens pas, murmura-t-elle. La plupart des gens ne le savent pas, a déclaré Balta, mais 2 personnes ont disparu cette semaine-là, pas une seule. Plus tard, alors que Balta partait, Clara se tenait à la porte, le regardant disparaître sur le chemin enneigé. Elle retourna à la cuisine et reprit l'article, lisant le nom encore et encore, Miguel Olguera. Ce nom ne lui disait rien, mais peut-être avait-il un sens pour la maison. Elle jeta un coup d'œil vers le sous-sol. Elle ignorait ce qu'elle trouverait derrière la chaudière, mais elle ne croyait plus qu'elle n'y trouverait que des souvenirs. La neige continua de tomber tout l'après-midi, adoucissant les lignes du toit, recouvrant le passé de blanc. Clara était assise à la table de la salle à manger, la vieille boîte à photos de famille ouverte devant elle. Photographies et coupures de presse s'éparpillaient comme les morceaux d'une carte oubliée. Le nom de Miguel Olguera résonnait dans sa tête. Elle avait passé 1 heure à parcourir les archives du journal en ligne, essayant d'en trouver davantage rien. Un article, une mention, puis le silence, comme si quelqu'un l'avait effacé. Elle prit une photo de son père prise 1 an avant son décès. Il se tenait près de la grange avec un jeune homme, peut-être la cinquantaine, rasé de près, grand, portant une ceinture à outils et tenant une thermos. C'était le genre de photo qu'on ne regarderait pas à 2 fois, mais au dos, à l'encre bleue délavée, sa mère avait écrit « Journée d'entretien d'automne moi, José Casal et MHH ». Clara fixait les initiales. Elle monta les marches 2 par 2. Sa mère était réveillée, assise au bord de son lit, enveloppée dans une couette. Épaules où ses yeux se posèrent sur la photo dans la main de Clara, puis revinrent sur son visage. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit de lui ?» demanda Clara. Sa mère resta muette. Miguel Olguera. Il travaillait ici. Il a disparu la même semaine que Matteo. Ce n'est pas une coïncidence.
Sa mère paraissait plus âgée à la lumière plus mince, presque translucide, comme quelqu'un qui avait été usé de l'intérieur. On n'a jamais su avec certitude qu'il avait disparu, dit-elle finalement. C'était un homme discret, qui venait 2 fois par an pour entretenir la chaudière et le chauffe-eau. Il ne restait jamais longtemps. Et puis, une année, il n'est pas revenu. Clara s'assit à côté d'elle. Tu as inscrit ses initiales sur cette photo. Je n'aurais pas dû, dit sa mère en regardant par la fenêtre. Parce que je ne voulais pas me souvenir de ce qu'il avait dit la dernière fois que je l'avais vu. Clara attendait. C'était 3 jours avant la disparition de Matteo, raconte sa mère. Il est arrivé tôt et a dit que quelque chose clochait dans la chaufferie pas mécanique, mais atmosphérique. Il a dit qu'il avait l'impression que la maison respirait. La poitrine de Clara se serra. Balta répéta la même chose. Sa mère hocha lentement la tête. Ton père en riait, il trouvait Miguel excentrique. Mais Miguel n'était pas du genre à se laisser effrayer facilement. Ce soir-là, il revint sans prévenir. Je veux y jeter un autre coup d'œil, dit-il. José Casal lui répondit non, disant qu'ils attendraient l'automne, puis Matteo. Sa mère ferma les yeux. Et puis tout a changé. Cette nuit-là, Clara ne put dormir. Elle erra dans les couloirs, touchant des cadres, ouvrant des tiroirs, cherchant tout ce qui pourrait relier les fils. Dans le vieux bureau de son père, elle trouva une épaisse chemise en papier craft étiquetée, propriété de la ferme Casal. Il s'agissait principalement de factures de services publics, mais un papier se détacha du dos, un plan du sous-sol dessiné à la main, daté de 1973. Elle regarda de plus près. Sur le schéma, un rectangle étroit était intitulé « Tunnel de stockage », scellé à l'encre rouge. Il s'étendait derrière le mur de la chaufferie. Clara eut un pincement au cœur. Il était toujours là, derrière le four. Au matin, elle retourna à la cave. Cette fois, elle avait emporté des gants, une lampe de poche et un marteau. Elle n'allait pas attendre plus longtemps. La porte était déformée et enchaînée, mais les gonds cédaient lentement sous la pression. Elle frappa prudemment, doucement, comme quelqu'un qui craignait de réveiller quelque chose. Après 30 minutes d'effort, la porte s'ouvrit avec un grognement hésitant. Une vague d'air chaud et vicié lui effleura le visage. Le fourneau se dressait devant lui, froid, éteint. Des tuyaux serpentaient comme des veines de fer au plafond. Elle entra. La lampe de poche vacilla, puis se stabilisa. Les murs étaient tapissés de pierres et de briques, et dans le coin le plus éloigné, derrière le meuble, se trouvait ce qui ressemblait à un pan de mur rapiécé au carré et irrégulier. Elle s'approcha, le souffle coupé. Là, à peine visible sur la pierre poussiéreuse, se trouvaient des marques des lignes griffées, de faibles empreintes, comme si quelqu'un avait tenté de s'en sortir. La main de Clara tremblait tandis qu'elle levait la lampe. Des initiales se lisaient dans la poussière, J.K. Clara ne dormit pas cette nuit-là. Assise dans le salon, lumières éteintes, elle écoutait le ronronnement de la chaudière à travers le plancher, comme toujours un souffle bas et rythmé qui semblait ne jamais s'arrêter, même lorsque l'appareil était éteint. Elle tenait la photo du plan de la chaufferie dans une main et une tasse de thé dans l'autre, pourtant froide depuis longtemps. Tunnel de stockage scellé. Pourquoi y aurait-il un tunnel dans le sous-sol d'une ferme, et pourquoi le sceller? Les marques derrière le fourneau n'avaient pas été imaginées. Elles étaient bien réelles, de profondes rainures gravées dans du vieux mortier et de la pierre, le genre de marque qu'une personne pourrait laisser en essayant de sortir. Le lendemain matin, Clara passa un coup de fil. La bibliothèque publique de la ville fonctionnait toujours, bien que plus petite. Elle demanda les archives et fut mise en relation avec une historienne locale, une femme à la voix douce nommée Elna Orive, qui accepta de la rencontrer l'après-midi même. J'ai travaillé avec les registres fonciers anciens, a expliqué Elena au téléphone. Le domaine Casal remonte à la fin du XIXe siècle. La plupart des gens pensent que c'était une ferme depuis toujours, mais ce terrain avait une histoire bien avant l'arrivée de votre famille. La bibliothèque sentait le papier et le cirage, comme Clara s'en souvenait. Elena attendait dans un coin du fond, une pile de dossiers jaunis à côté d'elle.
Mademoiselle Casal, dit-elle gentiment, j'ai récupéré ce que j'ai pu trouver d'avant 1950. Le reste, eh bien, ça devient flou. Elle ouvrit un des dossiers. Le terrain faisait initialement partie d'une propriété plus vaste appartenant à un certain Elias Granreau. Il dirigeait une sorte de foyer pour jeunes en difficulté ou officieux, isolé, non réglementé par l'État. Il ferma ses portes après un incendie en 1926. Les archives indiquent qu'une partie du bâtiment s'est effondrée sans aucune mention de victime, mais c'était courant à l'époque. Clara se pencha. Quel genre d'effondrement souterrain? Il y avait une cave à légumes et quelque chose au-delà, un passage muré. Les documents ne précisent pas où cela menait, seulement qu'il était dangereux. Lorsque le terrain a été vendu dans les années 40, la maison avait été démolie et une nouvelle structure, celle de votre famille, avait été construite sur les fondations. Clara la fixa du regard. Ils ont construit la ferme sur les ruines? Helena hocha la tête. Les gens faisaient ce genre de choses tout le temps, surtout s'ils voulaient oublier. De retour à la maison, Clara posa le vieux plan à côté du schéma de son père. Les lignes correspondaient. Le tunnel de stockage se trouvait au même endroit que l'ancienne cave à légumes des archives Granreau, et il était scellé, non pas avec du bois, mais avec du béton et des briques. Elle redescendit dans la chaufferie et s'accroupit de nouveau dans un coin. Cette fois, elle appuya la paume contre le mur. Il faisait plus chaud que dans le reste du sous-sol, et derrière, quelque chose s'échappa légèrement, comme un écho derrière une pierre. Elle se leva brusquement. La lampe de poche tremblait dans sa main. Depuis l'escalier, elle crut entendre un mouvement, un pas léger, puis le silence. « Il y a quelqu'un » murmura-t-elle. Mais lorsqu'elle remonta le couloir, il était vide. Sa mère dormait encore. La porte d'entrée était fermée à clé. Toujours sur le porche, elle trouva quelque chose posé sur la rampe en bois, un bouton en laiton usé, comme celui d'un manteau trop vieux pour être porté, trop précieux pour être jeté. Elle le ramassa lentement et, en le faisant tourner dans sa main, elle vit gravé, légèrement gravé sur le métal, sous le bouton, les initiales MH. Clara n'était pas montée au grenier depuis plus de 20 ans. L'étroite échelle escamotable gémissait sous son poids tandis qu'elle grimpait, lampe de poche sous le bras, la poussière tourbillonnant dans l'air froid au-dessus d'elle ou agitée par son arrivée comme des souvenirs oubliés qui s'éveillent. Enfant, le grenier l'avait toujours effrayée, non pas parce qu'il était sombre ou exigu, mais parce qu'il semblait surveillé. Elle avait un jour confié à Matteo que c'était là que la maison gardait ses secrets. Maintenant, elle savait qu'elle avait eu plus raison qu'elle ne le pensait. Elle passa devant de vieux cartons de décoration de Noël et de jouets d'enfance. Son souffle perceptible dans le froid, quelque chose l'attira vers le coin le plus éloigné où une malle ancienne était coincée sous une poutre inclinée. Elle n'était pas étiquetée, et la serrure était rouillée depuis longtemps. À l'intérieur, sous des couches de linge jauni et de livres craquelés, elle trouva un journal relié en cuir. Il était usé au coin, le dos presque fendu, aucun nom sur la couverture. Elle l'ouvrit. 12 mars 1996. Inspection initiale de la propriété Casal. Le mur de la buanderie du sous-sol présente des signes de dilatation, non pas dus à l'humidité, mais à une autre cause, la pression interne. Les relevés de chaleur ne correspondent pas à la température ambiante. Le mur du fond sonne creux au robinet, mais seulement certains jours, lorsqu'il est calme. Elle se tourna encore plus loin. 5 mai 1997. À nouveau le mur de respiration. Cette fois, j'ai entendu quelque chose, pas une voix, pas un animal, un rythme, comme quelqu'un qui attend. Puis, vers le fond. 30 mai 1997. Le garçon m'a demandé si le mur était vivant. Elle en a eu le souffle coupé. Il m'a dit qu'il lui murmurait des choses la nuit, qu'il se souvenait de certaines choses. Je lui ai dit que c'était juste le four. Je n'aurais pas dû mentir. L'entrée finale. 1er juin 1997. Je rentre ce soir après les heures de fermeture. Il faut qu'ils sachent. Si je ne reviens pas, qu'ils dorment, qu'ils oublient. Il n'y avait pas de signature,
mais elle n'en avait pas besoin. C'était la sienne, celle de Miguel. Clara resta longtemps assise au grenier, le journal sur les genoux. Elle entendait le léger tic-tac de la maison sous elle, comme un bruit ancien et patient. Elle descendit l'échelle et trouva sa mère dans la cuisine, un châle enroulé autour de ses épaules. « Où logeait-il » demanda Clara sans préambule. « Quand il travaillait ici », dit sa mère avec surprise. « Miguel » ? « Oui. » Sa mère hésita. « Nous avions une chambre d'amis à l'époque, dans le couloir ouest. » Clara se retourna sans un mot et s'engagea dans les 3 couloirs qu'elle n'avait pas empruntés depuis des décennies. Le couloir ouest lui avait toujours semblé plus froid que le reste de la maison, même si son père affirmait que c'était simplement dû à une mauvaise isolation. Elle ouvrit la porte de la chambre d'amis. Le matelas avait disparu, les rideaux étaient rongés par les mites, mais l'espace semblait lourd, comme si le temps y vivait encore, intact. Il y avait une étagère contre le mur, presque vide, à l'exception d'un objet, un petit jouet, une figurine en bois sculptée représentant un garçon tenant une lanterne. Celle de Matteo. Elle s'en souvenait. Il l'avait perdue la semaine précédant sa disparition, il disait qu'on la lui avait volée. Clara le ramassa et le retourna lentement. Il y avait quelque chose de griffé à la base, toujours là. Cette nuit-là, elle rêva du fourneau, de la pierre chaude et du léger souffle du grattement, non pas frénétique, mais délibéré. Dans son rêve, la voix de Matteo murmurait « Il ne veut pas être oublié ». Le lendemain matin, la neige avait cessé. Le ciel au-dessus de la ferme était pâle, presque incolore, le genre de froid qui s'installe dans le sol et ne le quitte pas avant des semaines. Clara se tenait dans l'allée, un trousseau de clés dans sa poche et un mot plié à la main. Balta Romero arriva peu après 10 heures. Il gara sa vieille camionnette, en sortit avec un pied de biche et un sac en toile rempli d'outils, et lui adressa un signe de tête ferme. « Tu es sûr de ça » demanda-t-il en resserrant ses gants. « Non, dit-elle, mais j'ai besoin de savoir. » Balta n'insista pas davantage. Il la suivit à travers la maison et descendit l'escalier du sous-sol en silence, les lourdes marches craquant sous son poids. Clara déverrouilla la porte de la chaufferie et s'écarta. L'air à l'intérieur était encore plus chaud qu'avant, non pas comme dans une chaufferie, mais plutôt comme dans une serre exposée au soleil. Ça ne semblait pas normal. Balta avançait lentement, examinant le mur derrière l'unité. « C'est plus récent que les autres », dit-il en tapotant les briques avec la crosse de sa lampe torche. Un mortier différent, coulé sur quelque chose, est là. Il pointa du doigt. Ces briques n'ont pas été posées par un professionnel. Quelqu'un a réparé ça rapidement. Clara hocha la tête. Il y a un tunnel derrière, un ancien qui date d'avant la construction de la maison. Balta haussa un sourcil, mais ne la questionna pas. Il s'accroupit pour déballer ses outils. Puis la lumière changea. Clara recula instinctivement tandis que les ombres sur le mur semblaient onduler non pas à cause de son mouvement, ni de la lampe torche, mais de l'intérieur du mur lui-même. Balta marqua une pause. « Tu as vu ça ?»« Je l'ai fait. » L'air devint lourd, non plus chaud, mais dense, comme s'il avait été vidé de son oxygène. Puis un bruit, si faible, comme une respiration. Clara se pencha légèrement, le cœur battant, et puis, on frappa. Un coup, à l'intérieur du mur. Elle recula en titubant, un cri coincé dans la gorge. Balta se figea, pied de biche à moitié levé. Ce n'était pas nous. Ils fixèrent le mur dans un silence stupéfait. Toujours là. Les mots de la figurine résonnèrent dans son esprit. Il est toujours là. Balta reprit ses esprits le premier. Ce n'est pas le four, ni les tuyaux, dit Clara d'une voix tremblante. On l'ouvre ? Balta jeta un coup d'œil aux outils, puis de nouveau au mur. Si on y arrive, on ne le fera pas seul. Ils montèrent à l'étage, verrouillant la porte du sous-sol derrière eux. Sa mère était assise dans le salon, tricotant quelque chose qui ne poussait pas, ses mains bougeaient maintenant par habitude, plus que par intention. Clara était assise en face d'elle. « Tu l'as entendu ?» Sa mère leva les yeux et, l'espace d'un instant,
la distance dans son regard disparut. Je l'entends chaque soir depuis que la lettre est arrivée, murmura-t-elle. Clara retint son souffle. Pourquoi n'as-tu rien dit? Sa mère plia l'écharpe à moitié finie sur ses genoux. Parce qu'une partie de moi pensait que c'était Matteo. Clara ne parlait pas. Il parlait du mur, raconte sa mère. Il disait qu'il l'écoutait, qu'il gardait des souvenirs. Je pensais qu'il rêvait, mais peut-être qu'il se souvenait de lui aussi. Un long silence. Puis sa mère tendit la main et prit celle de Clara. Si tu veux l'ouvrir, dit-elle, fais-le avant la prochaine pleine lune. C'est à ce moment-là qu'elle est la plus forte. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Qu'est-ce que c'est? Sa mère la regarda. Quoi que ce soit qui se souvienne de ce mur. Cette nuit-là, Clara était assise près de la porte du sous-sol, un journal ouvert sur ses genoux. Les pages semblaient respirer avec elle. Laisse le mur dormir, avait écrit Albrook, mais le mur ne dormait plus. Il attendait. Clara ne rêva pas cette nuit-là, pas comme d'habitude. Elle revit la chaufferie, sombre, vibrante de chaleur, mais elle n'était pas vide. Un garçon se tenait là, pieds nus et pâle, les joues couvertes de poussière et les doigts couverts de suie. Il leva lentement les yeux vers elle, et bien que ses lèvres ne bougeassent pas, elle entendit les mots aussi clairement qu'un murmure derrière son oreille, « Tu as arrêté de regarder ». Clara se réveilla en sursaut. La lampe de chevet était éteinte. Elle la prit et actionna l'interrupteur en rien. Il n'y avait plus de courant. Elle trébucha dans le couloir. La vieille horloge ne faisait pas tic-tac. L'écran du thermostat était éteint. En bas, sa mère se tenait près de la fenêtre, enveloppée dans un peignoir. La voix de Clara était rauque. Coupure de courant. Sa mère hocha la tête. Au début, les lumières clignotaient, puis le chauffage s'est arrêté. Maintenant, tout est calme. Clara marqua une pause. Tu as entendu autre chose? La main de sa mère se resserra autour de sa robe. Des pas résonnèrent dans l'escalier. Elles regardèrent toutes deux la porte du sous-sol. Elle était toujours verrouillée ou toujours, mais le silence dans la maison avait changé. Plus de paix. Quelque chose de plus proche de l'attente. Plus tard dans la matinée, Balta revint avec une lampe frontale, un scanner thermique et 2 lanternes robustes. J'ai aussi apporté du sel, dit-il en plaisantant à moitié. Au cas où. Clara parvint à esquisser un sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. Ensemble, elles entrèrent à nouveau dans le sous-sol. L'air était lourd, plus lourd qu'avant, comme si les murs s'y pressaient. Le faisceau de la lampe torche nageait dans l'obscurité, détectant des grains de poussière qui flottaient avec une lenteur anormale. Balta scruta le mur avec le pistolet thermique, les sourcils froncés. Il fait beaucoup plus chaud que le reste de la pièce. Quelque chose rayonne derrière, comme un four. Clara demanda, mais ce n'est pas de la chaleur mécanique, n'est-ce pas? C'est une sensation résiduelle, comme si le mur se souvenait de quelque chose de chaud. Elle frissonna. Ils déballèrent les outils en silence. Le premier coup fut lent, un pied de biche s'enfonça dans la rangée de briques, le mortier se fissura et une soudaine rafale d'air chaud jaillit d'une fissure capillaire, suffisamment forte pour souffler les cheveux de Clara en arrière. Balta laissa tomber l'outil. Ce n'est pas normal. La lampe de poche vacilla. Ils se figèrent tous les deux. Puis, des pas. De la lumière à l'étage. Balta murmura, ta mère est là. Clara secoua la tête. Elle est partie faire les courses. Ils attendirent, essoufflés. Un autre pas, lent, réfléchi, puis plus rien. Balta saisit à nouveau le pied de biche. Continue. Clara regarda le mur. Derrière la fissure fraîche qui le traversait, elle entendit presque à nouveau une respiration, mais plus lente, comme si quelque chose les avait remarqués, comme s'ils s'étaient réveillés. Elle déglutit difficilement. Oui, dit-elle, on l'ouvre. Cette nuit-là, Clara trouva la fenêtre de sa chambre ouverte, sans se souvenir de l'avoir ouverte. Sur le rebord se trouvait la figurine en bois du garçon à la lanterne.
Sa tête avait tourné et était maintenant tournée vers elle. Le lendemain matin, ils commencèrent à percer le mur avec ardeur. Clara et Balta travaillaient à tour de rôle, des coulants et précis qui érodaient le mortier épais et irrégulier. Chaque fissure dégageait une étrange chaleur rance, accompagnée d'une odeur de vieille poussière, de terre sèche et d'autres choses ou une odeur sucrée, comme du bois en décomposition trempé dans du sirop. Ni l'un ni l'autre n'en parlèrent. À midi, Balta délogea une brique près de la base, et derrière elle, pour la première fois, ils la virent, l'obscurité. Pas seulement une ombre, mais un vide profond et surnaturel, non pas l'absence de lumière, mais la présence de quelque chose de plus ancien que le silence. Clara se pencha en avant avec sa lanterne. Le faisceau révéla un court couloir à peine assez haut pour s'y accroupir, taillé dans la pierre brute. Pas de mur fini, pas de briques, juste de la terre crue. Elle y plongea la main. Ses doigts effleurèrent quelque chose de frais. Elle le sortit lentement, un petit objet métallique, rouillé et tordu ou une clé. Pas moderne, ancienne et ornée, et qui pendait de ce qui aurait pu être un ruban, pourri et réduit à l'état de fil. Balta brandit la lanterne. Il y a autre chose. Par terre, il tendit la main et en sortit délicatement une petite boîte en bois, pas plus grande qu'un coffret à bijoux. Le couvercle était fendu. À l'intérieur, enveloppé dans du tissu ciré, se trouvaient de minuscules dents d'enfants usées. Clara se détourna, le souffle coupé, non pas par le choc, mais par quelque chose de plus profond, la reconnaissance. Matteo avait perdu une dans la semaine précédant sa disparition, se souvenait-elle, car il avait pleuré lorsqu'elle lui avait dit que la petite souris ne pourrait pas venir s'il la cachait sous son lit au lieu de son oreiller. Ils déblayèrent d'autres briques. Le tunnel, plus loin, courbait doucement, disparaissant dans l'obscurité. Clara ne savait pas exactement jusqu'où il allait, mais quelque chose dans l'air lui disait qu'il n'allait pas loin ou pas en distance, mais en profondeur. Elle resta plantée là, le regard fixé sur le mur, lorsque sa main effleura l'intérieur du mur et s'accrocha à quelque chose de rugueux. Elle braqua sa lanterne sur lui, un message gravé dans la pierre intérieure, presque invisible à moins d'être éclairé latéralement, ne l'ouvrez que si vous êtes prêt à laisser quelque chose derrière vous. En dessous, JH 197. Clara fixa les initiales au nom pas Matteo Casal, mais JH, Matteo Olguera. Elle recula lentement. Balta, dit-elle d'une voix tremblante, il y avait deux Matteo. Cette nuit-là, Clara ne tenait pas en place. Elle relut le journal encore et encore, la façon dont Albrook avait décrit le mur comme respirant, conscient, la façon dont Matteo lui avait décrit le tunnel la semaine précédant sa disparition, il bourdonne la nuit. Il avait murmuré, il veut des histoires. Il veut se souvenir. Elle pensa aux dents, aux boutons aux initiales griffonnées, écrites d'une écriture qui ne correspondait pas tout à fait à celle de Matteo. Il y avait un motif, une boucle mémorielle. Ceux qui vivaient derrière le mur, ceux qui y avaient été scellés il y a longtemps, n'acceptaient pas les gens, ils les gardaient comme les pages d'un journal intime. Et maintenant, le mur s'était ouvert juste assez pour en vouloir un de plus. Clara attendit la tombée de la nuit, non pas par envie, mais parce que quelque chose en elle lui disait qu'il devait faire nuit, que le mur derrière le four ne se souvenait clairement que dans l'obscurité. Balta proposa de rester, mais elle lui demanda de partir. Elle devait faire ça seule. Elle descendit l'escalier du sous-sol, une lanterne à la main et le journal sous le bras. Le fourneau grogna doucement à côté d'elle, pas encore allumé, exhalant un air chaud comme un souffle à travers des poumons invisibles. Elle s'accroupit à l'entrée du tunnel. Le message gravé persistait dans son esprit, ne l'ouvrez que si vous êtes prêt à laisser quelque chose derrière vous. La clé du coffret était attachée à son poignet avec une bande de lin. Les autres objets, les dents, le ruban, la boîte restèrent intacts sur le plan de travail. Clara rampa à l'intérieur. Le tunnel était étroit, juste assez large pour se déplacer à quatre pattes. Les murs étaient faits de terre battue et de vieilles pierres, et il sentait le vieux bois et la chaleur, comme l'intérieur d'un grenier où personne n'était entré depuis des décennies. L'obscurité s'épaississait derrière elle à mesure qu'elle avançait, l'air se réchauffait non pas comme une chaleur de fournaise, mais comme une chaleur vivante, comme un corps serré contre le sien.
Elle entendait sa propre respiration, et sous elle un bourdonnement, un son grave, insonore mais conscient. Puis elle y parvint. Le tunnel débouchait sur une petite chambre creuse, pas plus haute qu'un enfant. Clara s'assit sur ses talons, lanterne levée. Les murs étaient couverts de noms gravés à la main, des dizaines. Certains étaient écrits avec soin, d'autres à la va-vite, presque frénétiquement, d'autres encore à moitié finis, Duarte, Clara M, Jonas T 1938, Monsieur H, J.H 1997. Elle caressa les lettres du doigt, presque avec révérence. Puis son regard se posa sur une étagère en bois, affaissée par le temps. Dessus se trouvaient des objets, une petite mitaine rouge, les lunettes cassées d'une fille, une bille de garçon, une tête de poupée. Chacun portait une étiquette avec des initiales gravées sur l'étagère en dessous ou des souvenirs, une pièce où se trouvaient les restes. Dans un coin, caché derrière une boîte à musique défraîchie, se trouvait quelque chose qui n'avait rien à faire, une photographie, légèrement recourbée sur les bords. Une fillette se tenait dans le champ derrière la maison des Casals, pas plus de 11 ans elle, Clara Casals. Quelqu'un avait placé sa photo ici depuis longtemps. Un bruit sec derrière elle la figea. Le bourdonnement s'amplifia, non pas des murs, mais d'elle-même. Une voix non pas parlait, mais pensée s'insinua dans son esprit comme un brouillard sous une porte, « Tu veux bien faire un échange ?» Elle secoua la tête, s'adossant au mur. Faire un échange quoi, murmura-t-elle, mais elle savait déjà. Cet endroit gardait ce dont il se souvenait, un souvenir pour un autre, un nom pour un disparu. Il est toujours là, murmura la voix. Tu peux le ramener, mais quelque chose doit prendre sa place. Clara eut le souffle coupé. Matteo, vivant, d'une manière ou d'une autre? Non, pas vivant, mais retenu, préservé dans la mémoire de la maison comme une fleur pressée. Veux-tu échanger? Demanda à nouveau la voix, puis, l'espace d'un instant, elle entendit la voix de Matteo dans sa tête, s'il te plaît, je ne veux pas être oubliée. Clara serrait la photo d'elle-même. Elle voulait un souvenir en retour, son histoire, elle-même. Disparaîtrait-elle pour qu'il puisse revenir? Était-ce le prix à payer? Elle rampa en arrière, le cœur battant, le souffle court. Le tunnel lui semblait plus long, le bourdonnement plus fort, la chaleur suffocante. Mais elle réapparut dans la chaufferie, le front en sueur, les mains tremblantes. Le mur était inchangé, la chambre derrière lui était maintenant scellée, comme si elle ne lui avait montré que ce qu'elle voulait qu'elle voie et maintenant, elle attendait. Clara se tenait devant l'évier de la cuisine, regardant la rue déserte par la vitre givrée. La maison était redevenue silencieuse, mais pas paisiblement, c'était le silence de quelque chose qui avait formulé une requête et attendait maintenant une réponse. Ses doigts tremblaient encore d'avoir rampé dans le tunnel. Elle les avait lavés 2 fois, mais elle sentait encore la poussière sous ses ongles, l'odeur de la chaleur fade dans ses cheveux. Veux-tu échanger? Elle n'arrêtait pas d'entendre la question. C'était plus qu'un murmure, c'était comme une présence qui s'était insinuée dans ses pensées, s'enroulant autour de son nom. Derrière elle, sa mère entra dans la cuisine, enveloppée dans son châle d'hiver. « J'ai besoin que tu me dises la vérité, » dit Clara sans se retourner. « Tout. » Sa mère marqua une pause, puis tira une chaise. « La nuit où Matteo a disparu, » dit Clara doucement. « Ce n'était pas juste une nuit où il s'est égaré, si ?» Sa mère resta silencieuse un long moment. Le réfrigérateur s'éteignit, un vent lointain souffla sur le bardage de la maison, le secouant doucement. Finalement, sa mère parla. « Non, » commença-t-elle lentement, comme si ces mots étaient restés dans une pièce fermée depuis des décennies. « Ton père, dit-elle, a découvert le tunnel en premier, avant même que Matteo n'en parle. » Clara se retourna. Il ne disait jamais rien qu'il ne voulait pas dire, il disait que c'était probablement une vieille cave à légumes, mais quelque chose le dérangeait, la chaleur qui émanait de ce mur et parfois le bruit. Sa mère se frotta les mains. Puis Matteo commença à entendre des choses, disant que le mur lui parlait, qu'il lui racontait des histoires, qu'il se souvenait de choses oubliées. Clara sentit à nouveau le froid lui monter à la poitrine. Il dit qu'il y avait des noms à l'intérieur. Sa mère poursuivit,
il voulait lui montrer quelque chose. On pensait que c'était de l'imagination. Ton père l'a gâté, il l'a même laissé dormir là-bas une fois. Clara releva brusquement la tête. Quoi, juste une fois? Matteo l'a supplié, dit sa mère, et le mur cesserait de chuchoter s'il savait qu'il écoutait. Ton père pensait que ce n'était qu'une phase. Un long silence. Cette nuit-là, Matteo ne remonta jamais. Sa mère la regardait maintenant, les yeux brillants. On a cherché, on a appelé la police, tu te souviens, mais personne n'a trouvé le tunnel. Il était à nouveau scellé. Mais je savais que quelque chose l'avait pris ou retenu. Et puis un jour, un homme est arrivé, Miguel Albrook. Il a dit qu'il était venu à la maison des années auparavant, qu'il avait entendu parler de Matteo et qu'il voulait t'aider. Il a dit que la maison gardait des souvenirs et qu'elle les demandait en retour. Sa voix s'est brisée en parlant. Il a dit que nous pouvions récupérer Matteo, mais que quelqu'un d'autre devrait prendre sa place. Clara la fixa du regard. Tu n'as pas, dit fermement sa mère. On n'était pas d'accord. On l'a supplié de le libérer, mais la maison est devenue silencieuse. Le mur s'est refermé. Miguel, il a disparu, et tu ne me l'as jamais dit. La voix de sa mère se brisa. Tu n'étais qu'une petite fille. Nous voulions protéger le peu de famille qui nous restait. Clara se leva lentement de sa chaise. Il redemande, dit-elle. Hier soir, il a recommencé à me proposer. Le visage de sa mère pâlit. Tu ne peux pas, murmura-t-elle. Ça ne donne pas, ça remplace. Clara se dirigea vers la porte et regarda vers l'escalier du sous-sol. Je crois qu'il se souvient de moi maintenant, dit-elle doucement, et je crois qu'il me demande de choisir cette fois. Cette nuit-là, elle était assise seule dans sa chambre d'enfant, un journal sur les genoux et la figurine de Matteo à côté d'elle sur la table de nuit. Elle ne faisait plus face à la fenêtre, elle pointait maintenant directement vers la porte. Le fourneau ronronnait faiblement à travers le sol. La maison écoutait. Clara n'arrivait pas à dormir. Le bourdonnement du four vibrait à travers son matelas, une pulsation faible qui correspondait à son rythme cardiaque. La figurine sur sa table de nuit n'avait plus bougé, mais elle ne croyait plus qu'elle en avait besoin, la maison la connaissait désormais. Elle avait attendu, elle avait observé, et maintenant elle demandait. Elle se leva avant l'aube et alluma une bougie. Le courant n'était toujours pas revenu, même si aucune autre maison de la ville n'avait signalé de panne, juste la sienne. Elle sortit un vieux carnet et s'assit à son bureau près de la fenêtre, la flamme vacillant à côté d'elle, et commença à écrire. Cher Matteo. Je ne sais pas si tu liras un jour ceci ou si la maison se laissera trouver, mais je dois essayer. Tu es parti depuis longtemps, assez longtemps pour que les gens aient cessé de te poser des questions, assez longtemps pour que certains aient oublié ta présence. Mais pas moi. Je n'ai jamais cessé d'écouter tes pas dans l'escalier. Je me reprochais de ne pas être resté avec toi, de ne pas avoir dit à papa et maman que quelque chose clochait au sous-sol. Mais je n'étais qu'un enfant, et toi aussi. Tu étais curieux, courageux, toujours en train d'essayer de comprendre des choses que personne d'autre ne comprenait. C'est peut-être pour ça qu'il t'a remarqué, peut-être pour ça qu'il t'a choisi. Mais voilà la vérité, tu n'es pas oublié. Je me souviens de ton rire quand tes lunettes te glissaient du nez. Je me souviens de la façon dont tu récupérais ces étranges pièces dans les boîtes de céréales. Je me souviens que tu disais que le fourneau faisait le bruit d'un dragon endormi. Je me souviens de toi, Matteo, et si la maison a besoin de souvenirs, si elle se nourrit de souvenirs, alors elle a déjà tout ce qu'il lui faut. Alors je ne me trahirai pas. Je ne te renoncerai pas, et je ne laisserai pas la maison prendre un autre nom juste pour remplir ses pièces vides. Mais je lui accorde ceci, je lui donne tous les souvenirs que j'ai de toi. Tous. Elle plia la lettre et appuya son pouce sur le cachet. Puis, emportant seulement sa lanterne et le papier, elle descendit au sous-sol. La chaufferie semblait plus chaude que jamais. Le tunnel derrière la brique était encore béant, telle une bouche attendant son prochain souffle. Clara s'agenouilla près de la lettre.
Elle murmura, « Ceci est à toi maintenant », et glissa la lettre dans l'ouverture. L'air changea, le bourdonnement cessa pour la première fois depuis des semaines. Le silence n'était pas pesant, c'était une écoute attentive. Puis un bruit venant des profondeurs du tunnel, un léger frottement, un soupir, puis une voix faible, sèche mais réelle, « Clara ». Elle halta. La voix était plus âgée, fatiguée, mais c'était la sienne. « Clara, je me souviens. » Elle se pencha en avant, les mains tremblantes. « Matteo ?» Le silence revint, mais cette fois, ce n'était plus le vide, c'était la paix. Elle se retourna vers la pièce. Sur le sol du fourneau se trouvait maintenant quelque chose qui n'y était pas encore, une pièce de monnaie, du plastique rouge provenant d'une boîte de céréales, celle de Matteo. Clara ne parla pas de la voix à sa mère, pas encore. Elle gardait la pièce dans sa poche, un morceau de plastique d'enfance désormais plus lourd que tout ce qu'elle avait jamais tenu. Elle la retourna et la retourna ce matin-là, incapable de s'empêcher de se demander, est-ce Matteo qui l'avait envoyé, ou est-ce la maison qui l'avait renvoyé? Balta revint vers midi, un fagot de corde, un radiateur portatif et l'air las. « Tu es pâle » dit-il en posant ses affaires près de la porte. « Tu dors un peu. » Clara secoua la tête. « Ça m'a parlé hier soir. » Balta marqua une pause. « Je ne sais pas comment l'appeler autrement, mais j'ai entendu la voix de mon frère. Il a dit qu'il se souvenait. » Balta fronça les sourcils. « Ce tunnel est plus qu'un tunnel, tu le sais maintenant, n'est-ce pas? Ce n'est pas que de la vieille pierre, c'est un souvenir. » Elle a raison, conclut Clara. C'est un souvenir qui ne s'oublie pas. Ils descendirent ensemble au sous-sol. L'air était étrangement immobile, la chaudière était silencieuse, froide. La chaleur s'était déplacée ailleurs. Le tunnel était différent, plus large, plus étroit et moins griffant. Il s'était ouvert. Balta le fixa du regard. On dirait qu'il voulait qu'on revienne. Ils entrèrent ensemble. Les murs de terre cédèrent la place à la pierre lisse. L'air était chaud mais sec. L'étrange bourdonnement s'était atténué, non pas disparu, mais plus calme, comme un battement de cœur qui retrouve son calme. La chambre au-delà n'avait pas changé de forme, mais une vie nouvelle s'y était développée. Des étagères bordaient les murs, de nouveaux noms, et sous l'une d'elles, Clara se figea, son nom, Casal, était inscrit. Pas un jouet, pas un ruban, mais une page arrachée de sa lettre. Une seule phrase subsistait, « On ne vous oublie pas ». Balta s'approcha d'elle et baissa les yeux vers le sol. « Clara » lui désigna-t-il. Elle se retourna. Au centre de la pièce, quelqu'un avait délicatement déposé quelque chose dans la poussière, une paire de baskets usées, taille enfant, familière. L'un des lacets était noué comme le faisait toujours Matteo Ossa, boucle dragon, comme il l'appelait. Clara tomba à genoux, une main tremblante lorsqu'elle tendit la main pour les toucher. Ils étaient encore chauds, comme s'ils avaient été portés récemment. Puis elle le remarqua, une silhouette floue dans la poussière derrière eux. Des empreintes de pas, petites, nues, s'enfonçant plus profondément. « Je crois qu'il bouge encore », murmura-t-elle. Balta jeta un coup d'œil autour de lui. « Tu crois qu'il est vivant ?» Clara secoua la tête. « Pas comme on le croit, mais il reste quelque chose de lui, et il essaie de nous montrer quelque chose. » Ils suivirent prudemment le prince dans un tunnel plus petit, juste assez large pour s'y accroupir. Le chemin serpentait une fois, deux fois, puis débouchait sur un creux de pierre contenant un seul objet, une vieille porte en bois, déformée. Sans cadre. Sans poignée. Juste une porte dressée dans la terre. Gravé dans le sens contraire des fibres, à peine lisible, le nom « Mémoire à temps ». « Balta » murmura Clara. « Tu crois que c'est ça ?» Elle hocha la tête, mais ne bougea pas encore pour le toucher. Quelque chose derrière la porte bougea, non pas menaçant mais sur ses gardes, comme si la maison voulait s'assurer qu'elle était prête avant de lui montrer ce qui n'était pas censé être vu. La porte n'avait pas de poignée, juste du bois, lisse, pâle, légèrement luisant avec le temps, comme si le temps l'avait usé doucement, et non durement,
comme si même les années avaient su y aller doucement. Clara se tenait devant, les doigts à quelques centimètres du grain. Balta attendait derrière elle, silencieux. Il ne lui demanda pas si elle en était sûre, ils savaient tous deux que ce moment les attendait depuis 1997. Elle pressa sa paume contre le bois. Il faisait chaud. Il s'ouvrit non pas dans un grincement, mais dans un silence, comme les pages d'un livre oublié qui se tournent. Au-delà, la lumière non pas vive, mais d'un or doux, saupoudré comme le soleil matinal filtrant à travers les souvenirs, le genre de lumière qui sait adoucir le chagrin. Clara entra. C'était une pièce familière et pourtant impossible, une reconstitution de la chambre d'enfance de Matteo, jusqu'au poster de travers représentant un vaisseau spatial accroché au mur, au globe terrestre fissuré près du lit, au tiroir qui ne fermait jamais complètement. Les couleurs n'étaient pas exactes, mais sa mémoire comblait les blancs. Là, assis en tailleur par terre, se tenait un garçon aux petits, pieds nus, les cheveux en bataille comme toujours après le sommeil. Il se retourna et sourit. Les genoux de Clara cédèrent et elle se laissa tomber par terre. « Matteo » murmura-t-elle. Il paraissait à la fois plus vieux et plus jeune, son visage encore rond d'enfance, mais ses yeux annonçaient les années. Elle essaya de parler, mais sa voix lui manqua. Il pencha la tête. « Tu m'as écrit une lettre. » « Je l'ai fait. » « Ça m'a aidé. » Le mur ne murmure plus autant. Il écoute. Elle se rapprocha. « Comment vas-tu ici ? Pourquoi es-tu encore ?» Il baissa les yeux vers le sol. « Je suis resté quand la porte s'est ouverte ce soir-là. Je pensais que j'étais censé le faire. Je pensais qu'il voulait des histoires. Tu étais enfant. Toi aussi. » Il releva les yeux. La maison ne voulait pas nous faire de mal, ni à eux. Elle voulait juste se souvenir. Elle a été construite à partir de souvenirs. Elle garde ce que les gens oublient. Des larmes brouillèrent sa vision. Je ne t'ai pas oublié. Je sais. C'est pour ça qu'il t'a laissé entrer. Elle regarda autour d'elle. C'est ici que tu étais toutes ces années ? Une partie de moi, dit-il, est toujours là où je l'ai laissé. Il tendit la main derrière lui et ramassa quelque chose par terre, son vieux collier, celui qu'elle avait enterré dans le jardin quand il avait disparu, un petit pendentif en forme de livre. Je l'ai gardé, dit-il doucement. Il me faisait penser à toi. Elle le prit lentement, le tenant comme s'il allait disparaître. Matteo, peux-tu revenir ? Il marqua une pause. Les murs autour d'eux vacillèrent non pas visiblement, mais en ressenti, un souvenir qui se mouvait sous la pression. Il secoua la tête, pas comme on l'espère, mais il dit, « Tu peux me laisser partir. » Clara retint son souffle. « Je ne veux pas te perdre à nouveau. Tu ne m'as pas perdu. Je suis là. Je serai toujours là, dans les histoires que tu as gardées, dans les souvenirs que tu as transmis. » Il lui toucha doucement la main. « Parle-leur de moi. Pas seulement comment je suis parti, mais qui j'étais. » Derrière eux, la porte vacilla d'une lumière dorée. La pièce autour d'eux commença à s'estomper, non pas violemment, mais doucement, comme une brume se dissipant au soleil matinal. Le sourire de Matteo ne faiblissait pas, il est temps d'oublier la maison. Clara déglutit difficilement. « Je t'aime, murmura-t-elle. »« Je sais, dit-il. » Puis il disparut. La porte se referma derrière elle. Balta la rattrapa alors qu'elle trébuchait dans le tunnel. Elle tenait maintenant la photo de Matteo, mais cette fois, il souriait, un sourire qu'elle n'avait jamais vu sur la photo originale. La photo resta chaude dans les mains de Clara tandis qu'elle et Balta fermaient le tunnel, pas de briques cette fois, juste un cadre en bois et du plâtre, assez pour retenir le souvenir, assez pour fermer le passage en douceur, sans violence. La maison n'a pas résisté. Au contraire, elle semblait plus silencieuse, comme si elle avait pris une profonde inspiration et finalement expiré. Clara déposa la photo de Matteo sur la cheminée au-dessus du fourneau. Il y souriait maintenant non pas avec le sourire obsédant d'un souvenir cherchant à s'échapper, mais avec la joie douce et franche de quelqu'un dont on se souvenait comme il se doit.
Ce soir-là, alors qu'elle rangeait le bureau de son père, Clara ouvrit un tiroir qu'elle avait ignoré pendant des années. À l'intérieur se trouvait une lettre scellée, sans aucune inscription, si ce n'est son nom. Elle l'ouvrit lentement, ne s'attendant à rien, mais l'écriture était sans équivoque, Miguel Albrook. Clara, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé le tunnel. Tu as entendu le mur. J'ai essayé de le comprendre. Je le croyais hanté. Puis j'ai pensé qu'il était sacré. Peut-être les deux. Peut-être ni l'un ni l'autre. La maison n'abrite pas de fantômes. Elle abrite le chagrin. Elle porte en elle ce que les gens avaient trop peur de porter. Mais toi, tu as fait ce que personne d'autre n'a fait. Tu as écouté sans rien demander en retour. Je n'ai pas pu sauver ton frère en le ramenant, mais toi, tu l'as fait, non pas en le ramenant, mais en le laissant partir. C'est ce que la maison voulait depuis toujours, non pas un échange, mais un souvenir exprimé à voix haute. Merci. MH. Le lendemain matin, Clara traversa la maison une dernière fois. Elle se tenait dans l'ancienne chambre de Matteo, la lumière du soleil filtrait à travers les stores poussiéreux. Le vent faisait bouger les arbres juste assez pour les faire murmurer contre les fenêtres. Elle murmura en retour, « Tu es libre ». Puis elle éteignit les lumières, verrouilla la porte et entra dans le matin. 1 an plus tard, la ferme fut vendue à un jeune couple avec un enfant. Ils n'ouvrirent jamais la chaufferie. Lorsque leur petit garçon demanda qui était le garçon souriant sur la vieille photo ou celui qui restait sur le manteau de la cheminée, sa mère répondit simplement que c'était quelqu'un qui aimait les histoires et qu'on l'aimait beaucoup. Le garçon sourit, et la maison resta silencieuse, mais pas vide, juste paisible. Certaines maisons portent des échos. Celle-ci a abrité un garçon. Et maintenant qu'on se souvient de lui, la maison peut enfin reposer en paix. Si vous pensez que certaines histoires méritent d'être racontées, abonnez-vous, car le silence ne devrait jamais enterrer la vérité.